Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Messieurs, ils sont désormais 284 nombre de cas positifs au Cameroun, selon le dernier pointage. Le gouvernement, 2 semaines après avoir mis sur pied les 13 mesures dans le cadre de la réponse à la pandémie du Covid-19, vient de décider de leur prorogation pour 15 jours encore renouvelables. Le ministre de la Santé publique, face à cette poussée vertigineuse des chiffres, demande aux personnes contaminées, il ne demande pas expressément aux personnes de se confiner, mais recommande plutôt le port systématique des masques. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Anouffelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, l'urgence d'agir. Pour en parler, je suis en plateau ce soir une fois de plus avec le docteur Siméon Cussu. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Otto. Voilà, vous êtes pneumologue. Bienvenue une fois de plus. Merci de m'avoir réinvité. Voilà, nous irons également à Paris où nous attend le professeur Boni Aimé, cardiologue éminent, cardiologue, et également le docteur Gebkap. Bonsoir, il est déjà là. Bonsoir, professeur Boni Aimé. Bonsoir, monsieur Serge Alain Otto. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Bonsoir à tous les Camerounais. Et j'en profite pour féliciter le travail que vous faites, le travail que tous les journalistes font, un travail utile pour le progrès de notre pays. Je tiens à vous féliciter. Et permettez-moi de profiter de cette occasion, parce que c'est la première fois que je passe sur votre antenne, de demander à tous les Camerounais d'être vraiment unis. Il n'y a pas de RDPC, pas de MRC, pas de société civile. Tout le monde dans le même bateau pour combattre le Covid. Et j'en profite donc pour dire à M. Charles Ndongo, qui est le directeur de notre télé nationale, nous sommes tous des contribuables, de demander à ses collaborateurs d'inviter tout le monde. D'inviter les spécialistes que nous sommes, parce que plus que jamais, le peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai tenté plus d'une fois à passer sur cette chaîne-là, mais malheureusement, je n'ai pas eu une réponse positive, pas de réponse d'ailleurs. Et donc, c'est un appel, nous voulons passer partout pour éclairer la population camerounaise. Voilà, professeur Boni, agrégé de cardiologie dans les universités françaises, spécialiste en rythmologie, mort subite cardiaque, médecin des hôpitaux français, enseignant à l'université de Douala, président de l'African Heart Rhythm Association, AFHRA, membre titulaire de la Société française de cardiologie, membre de la Société européenne de cardiologie. J'ai oublié quelque chose, professeur ? Oh, ben écoutez, c'est pas... L'essentiel est dit, et puis c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que les Camerounais apprennent davantage sur ce que c'est que le Covid et comment est-ce que nous devons lutter contre le Covid. Les titres, les diplômes, vous savez, quand je dis toujours la diplômite, n'est pas importante. Voilà, professeur, je vous ai invité ce soir parce vous avez pris à contre-pied, on va aller straight to the point, vous avez pris à contre-pied, on va le dire comme ça, le professeur Raoult. Oui, je dirais modestement que je fais partie des scientifiques qui pensent que le professeur Raoult n'a peut-être pas raison. Je dis bien n'a peut-être pas raison. J'aimerais bien qu'il ait raison. J'aimerais bien qu'il ait le prix Nobel de médecine parce qu'il aura sauvé la planète. Comme je l'ai dit dans mon post, dans mon blog sur Mediapart, j'aimerais bien parce que personne ne veut que le monde soit décimé. Personne. Et je voudrais que les Camerounais le comprennent, qu'ils se disent qu'il n'y a pas de gens qui veulent que nous mourons tous et d'autres qui veulent sauver. Nous tous, nous voulons sauver. Mais simplement, nous avons un raisonnement scientifique.
Et ce raisonnement scientifique, quoi qu'on dise, il est important parce que c'est lui qui a permis à ce que le monde évolue, qu'on diminue la mortalité globale, que l'espérance de vie des populations augmente, qu'on soigne mieux aujourd'hui parce qu'on a trouvé des modèles mathématiques statistiques pour démontrer que telle thérapeutique est importante ou alors elle n'est pas importante. Et le professeur Raoult essaie de nous dire, comme je m'appelle le professeur Raoult, je suis un éminent scientifique, j'ai plus de 1800 publications. Donc ce que je dis, vous prenez ça pour argent comptant, ce n'est pas la religion, la science n'est pas la religion. Et que d'ailleurs, à l'opposé, j'ai envie de vous dire que dans le comité scientifique français par exemple, qui conseille Macron, il y a quand même des gens qui, au minimum, ont la même carrure que le professeur Raoult, et même davantage. Parce que n'oubliez pas que Mme Barré-Senoussi, prix Nobel de médecine, pour avoir découvert le virus du sida, fait partie de cette commission, et elle n'est pas pour cette approche de Raoult, de dire que ça marche sans avoir fait une étude normale, robuste, randomisée, comparative. C'est pour cette raison que moi aussi je dis, il ne nous a pas convaincus. Ok, mais pourquoi le gouvernement français a finalement cédé, on va le dire, accepté le protocole du professeur Raoult? Alors, si vous faites une lecture très stricte de la décision du gouvernement, c'est une décision qui est aussi politique, parce que regardez ce qui se passe. Allez-y dans les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que statistiquement, il y a peut-être 80% de personnes qui disent qu'on veut ce que Raoult nous propose. Il faut peut-être tenir compte de ça. Mais le gouvernement français a encadré cette prescription en attendant les études. Parce qu'on ne dit pas, et le gouvernement français ne dit pas qu'on ne veut pas de ce protocole de manière définitive. On dit on veut voir, on veut attendre, on veut des résultats. Et comme il y a des études qui sont en cours et qui vont aller quand même très vite, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on aura des résultats. On en a même déjà quelques résultats. Donc en attendant, ne donnons pas ça à tout le monde, donnons à des gens qui sont effectivement assez graves. Parce que ceux-là, de toute façon, il n'y a peut-être pas grand-chose à perdre. Et c'est fait dans un environnement qui est sécurisé. Parce que le problème du protocole de Raoult, c'est qu'il a des complications potentielles. On ne peut pas le nier. Il y a des complications. Donc, en hospitalisation, en réanimation, avec des médecins qui maîtrisent le truc, là, avec des électrocardiogrammes qui sont faits régulièrement, on peut choper le moment où on peut passer de l'effet thérapeutique à l'effet toxique. Parce que les molécules que le professeur Raoult utilise, les deux, sont potentiellement dangereuses pour plein d'organes et dont le cœur. Okay. Et donc, la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire la différence entre la dose qui va être efficace et la dose qui va être toxique, elle est tenue, elle est étroite. Et donc, on peut facilement basculer. Or, lui, il nous donne des doses qu'on ne connaissait pas avant. Parce que vous savez quand même que cette molécule, on l'utilisait avant, on l'a utilisée en Afrique, on l'a utilisée dans tous les pays endémiques au palu. Mais on donnait ça à des doses qui étaient 2 fois moins importantes. Or, il nous demande de doubler la dose. Non seulement il nous demande de doubler la dose, et il demande d'utiliser sur un autre médicament, l'azithromycine, qui a les mêmes effets secondaires. Professeur Boni. Dans un environnement... Pardon? Professeur Boni, mais il s'appuie quand même sur des stats. Hein. Les chiffres, il dit sur 24, 18 ont été guéris, 75% selon lui. Alors, je vais vous dire une chose. Regardez la population de M. Raoult. Les gens qui testent, on les a tous vus. Vous les avez vus à la télé comme moi. Ils font la queue pour se faire dépister. Et si vous êtes positif, ils vous donnent le traitement. Cette population-là, nous la connaissons dans le monde entier. Nous la connaissons dans la population chinoise. Nous la connaissons dans la population française en général, italienne, partout. Nous avons quand même des certitudes. Nous savons que ces gens-là, qui sont peut-être positifs, mais qui ont un état général
satisfaisant, qui sont jeunes, qui n'ont pas de comorbidité, ceux-là, avec le protocole de Raoult ou sans le protocole de Raoult, ces gens-là guérissent à plus de 80-85% des cas. Ils guérissent spontanément. Et c'est ce que nous appelons l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas, vous allez guérir. Mais le problème, c'est que si on vous a donné et que vous guérissez, vous allez penser que c'est le médicament. Et pour qu'on soit sûr que ce n'est pas le hasard, que ce n'est pas l'effet placebo, on fait des études comparatives, monsieur Serge Alain Autou. On fait des études comparatives. Le professeur Raoult ne peut pas venir inventer la médecine aujourd'hui. Elle est connue. On sait comment est-ce qu'on arrive à démontrer qu'un médicament est efficace. Il faut faire des études comparatives. Il ne fait pas. Et je vais peut-être terminer cette partie en vous donnant un exemple concret. Oui. Un collègue de mon hôpital français, un collègue a eu le Covid. Il était symptomatique, aussi symptomatique. C'est son épouse qui est médecin qui constate qu'il a du mal à respirer. Mais lui-même ne ressentait rien. Elle lui a pris les paramètres, il se désaturait un peu. Et comme il a signalé donc qu'il avait une perte de l'odorat et du goût, et que ça c'est des signes qui alertent, c'est pour informer donc la population camerounaise que si vous avez ce genre de signes-là, il faut faire attention. Et donc, fort de ces éléments-là, ils ont fait le test, il était positif. Ils ont fait un scanner. Le scanner montrait quelques petites lésions. Parce qu'il est médecin, il connaît quand même la problématique, il a discuté avec des collègues et il a décidé de se confiner. Il n'a pris aucun médicament. Il n'a pris aucun médicament, il est resté chez lui 2 semaines et il est guéri. Il a repris le boulot. Et un autre collègue qui a eu le Covid, le Covid-19 positif, aussi un peu symptomatique, lui n'a pas voulu prendre le risque, il a pris le traitement de monsieur, le professeur Raoult, et il est guéri. Donc vous avez donc 2 cas de figure. Les 2 sont guéris, un a pris le traitement, l'autre n'a pas pris le traitement. Allez savoir ce qui marche. Si celui qui n'a pas pris le traitement avait pris le traitement, mais il serait aujourd'hui convaincu que c'est le traitement de Raoult. Et c'est ce que la science dit. La science dit que pour qu'on soit certain qu'un traitement marche, il faut comparer à un groupe qui n'a pas ce traitement. Ça, c'est le canevas de la science. On ne peut pas déroger à ça. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que le Maroc, je termine avec ça, oui, le Maroc qui a décidé, je crois que tout le monde le sait, le Maroc a décidé de donner le traitement de Raoult à tout le monde. Est-ce que les courbes de décès au Maroc ont diminué? Je vous dis non. Est-ce que les courbes de décès au Maroc sont inférieures à celles de l'Algérie? Je vous dis non. Or, l'Algérie n'a pas préconisé le traitement tout azimut. Donc, vous avez 2 pays qui ont à peu près la même population de malades, les mêmes décès, mais il y a une approche qui donne et une autre approche qui ne donne pas. Donc, honnêtement, on ne sait pas. Au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des complications. Voilà, merci professeur Moni pour cette brillante entrée en matière. On va revenir à vous. Et je vous ai vu acquiescer là pendant que le professeur Moni s'exprimait. Vous étiez d'accord avec lui sur certains... Pas entièrement. Pas entièrement. Pas entièrement. Il y a des choses à redire. Mais oui. Oui, je ne comprends pas le débat sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. C'est vraiment... comment dirais-je, remet beaucoup de vent pour pas grand-chose. Il y a là un débat franco-français dans lequel j'invite les Africains à ne pas entrer. Ayons un peu de bon sens. Voilà un vieux médicament qui s'appelle la chloroquine, la nivaquine, ou le plaquenil pour ceux qui sont rhumatologues, qui a été administré à des malades pendant des dizaines d'années, si c'est peut-être pas un siècle, et qui n'a pas été particulièrement remarqué comme un médicament toxique. Bon. Lorsqu'un médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, c'est un médicament qui a déjà suivi toutes les études toxicologiques, toutes les études de tolérance. Tous les effets secondaires ont été étudiés avant qu'on autorise de le mettre sur le marché. Lorsqu'un médicament est sur le marché, on peut, au cours de la vie des médicaments, on découvre des indications qui n'étaient pas prévues quand on a fabriqué le médicament. C'est le cas de la chloroquine. On se rend compte que, la chloroquine était connue comme inhibant la multiplication de certains virus. 2, on l'a donné à des patients qui se sont portés mieux. Bon, bien évidemment, on peut discuter, puisqu'il y a des gens qui guérissent spontanément, on peut discuter. Et quel est donc le problème qui se pose? C'est la question de la posologie, point à la ligne.
est-ce que 600 mg, 200 mg, 3 fois par jour, c'est la bonne posologie? Est-ce que ça ne risque pas d'intoxiquer certains malades, notamment les malades cardiaques? Voilà le débat, il n'y en a pas d'autre. Oui. Mais quand un malade est devant vous et que vous n'avez rien à lui donner, et que vous avez un médicament dont l'innocuité est établie, sauf chez les cardiaques qui peuvent faire des troubles de rythme graves, je ne comprends pas ce débat. Si j'ai un malade grave devant moi, je n'ai rien à lui proposer, je fais un traitement compassionnel. De toute façon, le débat sera bientôt clos, puisqu'il y a l'étude Discovery des Européens qui est en train de tester ce produit-là, versus, pas versus, mais en même temps que d'autres produits qui sont des antiviraux, le remdesivir, l'opinavir, le ritonavir, tout ça, le favipiravir, tous ces produits sont en train d'être testés. On saura assez rapidement si on avait rêvé. Oui, ou si vraiment sur cet aspect, le professeur Moni a évoqué un aspect là du patient, un qui a pris, suivi le protocole bien sûr, mais du professeur Raoult, et un autre qui n'a pas pris. Oui, voilà. Conclusion, les deux sont guéris. Mais moi, je ne veux pas jouer ma vie à la loterie. Vous comprenez? On sait que 80% des malades guérissent spontanément, mais qu'en est-il de 20%? Ils vont peut-être s'aggraver, ils vont peut-être finir en réanimation. C'est de cela qu'il s'agit. Et au début de la maladie, vous ne savez pas qui fera une complication et qui ne fera pas. Vous ne savez pas ça. On n'a aucun élément. On a bien entendu quelques facteurs de risque. Si quelqu'un est diabétique, s'il est plus de 65 ans, 75 ans, on se méfie. S'il a une hypertension artérielle, s'il a une maladie cardiovasculaire, on va se méfier. Mais la population des gens jeunes, moins de 45 ans, 30 ans, qui n'a pas de risque cardiovasculaire, quel est donc le problème? Vous comprenez? Je ne joue pas ma vie à la loterie. Si moi j'ai le Covid, je ne sais pas si ce serait dans les 20% qui vont faire la maladie grave ou s'il ne sera pas. Donc, par précaution, si je ne suis pas cardiaque, si je n'ai pas de facteur de risque, je prends la chloroquine. Et on attend Discovery et Solidarity, les deux études en cours, pour nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est un débat franco-français dans lequel je n'ai pas envie d'entrer, ça. Voilà. C'est du vent, on remue du vent. Je vais revenir à vous parce que vous êtes là pour la transmission. Vous allez nous montrer comment ça se transmet. Dans un instant, on repart en France, je reviens à vous. On repart en France où nous attend le docteur Ngekap Armand. Bonsoir docteur. Docteur Ngekap Armand. Bon, on revient. Dites-nous, le cycle de transmission, montrez-nous comment... Oui, docteur Ngekap, il est là. Bonsoir, une fois de plus. Vous êtes médecin urgentiste et praticien hospitalier dans le pôle urgence et réanimation du centre hospitalier de Soissons. Nous sommes bien en banlieue parisienne. Docteur Ngekap? Bon, voilà, on revient au docteur Ngekap. Dites-nous, comment ça se transmet tout ça? Oui, avant d'entrer dans cette explication de la transmission, je voulais quand même dire quelque chose de fondamental que j'ai eu l'occasion de dire. C'est que le Covid-D, c'est-à-dire l'infection due au coronavirus, est une maladie qui ne concerne les médecins qu'en fin de course. On vous a dit, au début, on a des petits signes qui ne sont pas graves. On vous dit restez chez vous. L'essentiel, c'est la prévention. Le médecin intervient en bout de chaîne. Le problème, c'est quoi? Il y a deux responsables dans ça. Ce n'est pas l'affaire des médecins. Il y a deux responsables, c'est le gouvernement et les citoyens. Et dans ces deux groupes de responsables, le gouvernement est bien plus responsable que le citoyen parce qu'il doit expliquer aux populations, grâce aux experts dont il dispose, notamment des médecins de santé publique qui sont avec lui, expliquer en quoi consiste la maladie, quelle est sa gravité, expliquer tous les jours, que tout le monde comprenne. Tout le monde n'a pas encore compris. Et après l'explication, on édicte des mesures et il faut à ce moment-là sévir. L'État doit imposer, un État qui sait faire la dictature pour d'autres sujets, doit pouvoir le faire pour la santé des Camerounais, j'espère. Il faut savoir imposer les mesures qui ont été prises et ne sont pas respectées. Je viens d'avoir là un message, quelqu'un qui dit « J'étais à la Quintini, on nous a mis dans une salle commune avec des gens, on ne sait pas si sont malades ou pas malades. On a attendu le médecin pendant longtemps. Il est venu, il a dit, j'ai pas de kit pour vous tester. Rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Est-ce que vous étiez venu faire à l'hôpital? Vous avez attendu dans une pièce. Le médecin n'avait rien pour vous. On vous renvoie à la maison dans des conditions très, très dangereuses parce que vous avez côtoyé des gens que vous ne connaissiez pas. Étaient-ils malades ou pas? Vous ne savez pas. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit aux gens qui étaient un peu choqués, n'allez pas à l'hôpital. Restez chez vous.
Que les gens n'aillent pas à l'hôpital. N'allez pas à l'hôpital. Si vous avez de la fièvre, un peu de douleur, n'allez pas à l'hôpital. Vous vous observez. Comment ça? Non, il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut vous observer. Si vos signes s'aggravent, vous téléphonez au numéro dédié. Le 1510. Le 1510 et les autres, vous leur téléphonez. On vous dit la conduite à tenir. Aller à l'hôpital, c'est prendre un risque. Premièrement, de contaminer le personnel médical si vous êtes malade. Deuxièmement, de vous contaminer si vous n'étiez pas malade. Parce que dans ces mélanges à l'hôpital, il y a des gens malades, des gens qui ne sont pas. Donc il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut rester à la maison. Bien entendu, ça pose un problème de rester à la maison chez nous parce qu'il y a plein de gens en promiscuité. Donc, on doit expliquer, c'est ça le rôle des pouvoirs publics et de nous médecins, d'expliquer aux gens quand vous êtes à la maison comment vous devez vous comporter pour ne pas contaminer votre famille, vos enfants, vos proches, les gens que vous aimez bien. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Non, je reviens. Oui, vous aurez le temps d'expliquer. Oui. Parce qu'il est déjà là. Oui. Jules Diala, nous allons dans... Où tout a commencé. Hein. Nous sommes en Chine. Il est 2h du matin. Oui. Je reviens à vous. Il est 2h du matin à Shanghai. Bonsoir. Jules. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Charles. Alain. Voilà, vous êtes à Shanghai. Il est 2h du matin passé. Merci. Vous êtes encore là ce soir. Dites-nous, quel est le bilan aujourd'hui en Chine? Le bilan en Chine actuellement n'est pas visible puisque les informations n'ont pas été mises. On parle plus de Covid là-bas? Donc nous attendons toujours. Les informations n'ont pas encore été mises en public, donc nous attendons toujours que ça soit mis en public avant. On n'a pas d'informations exactes sur le bilan en Chine, mais il n'y a plus de contamination en interne, juste les cas importés pour le moment. Voilà, la dernière fois, vous nous parlez de cette mesure qui est tombée quelques heures avant qu'on ne vous prenne en direct. La fermeture, hein, on ne voulait plus d'étrangers en Chine. Oui, on ne veut plus d'étrangers en Chine parce que la majorité des cas actuellement en Chine sont des cas importés puisqu'il n'y avait plus des cas internes. Donc le gouvernement a suspendu l'accès aux étrangers en Chine actuellement. Donc c'est fermé et nous attendons l'autre. Voilà, beaucoup de gens vous regardent en ce moment. On a envie de comprendre comment la Chine a fait pour vaincre, entre guillemets, cette pandémie là-bas. Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement chinois? Alors, on va dire, en décembre, nous avons suivi des rumeurs c'était comme la grippe. On a dit il y a la grippe dans la ville de Hubei. En fait, les gens ne prenaient pas en compte et ils ne portaient pas encore les masques, rien du tout. Et après, je pense 2 semaines, alors qu'on a vu des morts, alors tout le monde a commencé à porter un masque. C'était la première réaction et première réaction demandée par les experts chinois, les médecins. Après, maintenant, le gouvernement a commencé à un confinement général de la population et la désinfection de tous les lieux où il y a eu des cas suspects ou bien des cas avérés. Justement, Jules, parlant de ces mouvements, désinfection des cas, des places publiques, comment ça se passe concrètement en Chine? Comment ça s'est passé? Pour des cas publics, ils utilisaient des drones. Ils ont vraiment des gros drones. Ils utilisaient des camions. Ils utilisaient des pulvérisateurs. Il y a aussi des camions comme celui dont on chasse souvent les manifestants au Cameroun avec. En fait, ils lavaient la route complètement dans toutes les zones. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans un immeuble et qu'il y a eu un infecté, ils vont désinfecter tout l'immeuble et ils vont essayer de prendre la température de tous les habitants qui font partie de l'immeuble. Exact, c'était comme ça. Ok. Voilà, on va revenir. Vous venez de suivre les méthodes mises en place par le gouvernement, l'Empire du Milieu, pour venir à bout de cette... Le son il y a d'abord, bon, il a dit qu'on demandait aux gens le port du masque, ensuite le confinement, puis les villes étaient bombardées, comme un intervenant l'a dit sur ce plateau hier. Pour désinfecter toute la ville. Voilà, pour désinfecter toute la ville. C'est ça. Qu'est-ce que nous, on attend pour ça?
Ah ben ça, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Ce qu'il faudrait déjà, c'est que la commission qui a été mise sur pied par le gouvernement et le gouvernement décide de qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Que la commission instruise le dossier, comme on dit, et qu'on dégage... Le ministre de la Santé parlait il y a 2 jours du port obligatoire. Pas obligatoire, mais il dit, conseil, il recommande aux Camerounais de porter le masque. On doit dépasser le conseil dans cette affaire. On est en guerre. On ne conseille pas quelqu'un en guerre. On décide qu'on tire. On impose. On tire ou on ne tire pas. En vrai, en guerre, on ne supplie pas quelqu'un. La guerre, on tire ou on ne tire pas. Hein? On commande. Hein? Nous sommes en guerre contre un virus. Il nous faut un commandant de bord. Il nous faut un chef. Le chef des armées, il est où? Il nous faut un chef des armées qui conduit les troupes à la guerre contre ce virus-là. On ne propose pas, on dicte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je m'excuse. Oui, allez-y sur le chemin, sur la transmission. Ce schéma, j'y tiens beaucoup parce que si on comprend ce schéma, on comprend tout de suite l'origine de la gravité de cette maladie. Alors, si on veut bien, tout à l'heure, on avait une image sur l'écran. Si on peut faire peut-être... Oui, voilà. Vous voyez sur l'écran, vous avez ce schéma en cercle. Tout en haut, vous avez un bonhomme en bleu qui tousse et qui crache des petits fragments des virus. C'est le malade. Ce monsieur en bleu, il est malade. Il tousse et dans sa salive qui sort, il y a des petites gouttelettes invisibles qui contiennent les virus. Ces gouttelettes vont se déposer sur toutes les surfaces qu'il y a devant lui. On a mis une table comme exemple, mais la surface, ça pourrait être votre corps, ça pourrait être votre table, votre livre, votre verre à boire, tout ce qu'il y a devant lui à moins d'1 mètre va recevoir des dépôts de virus. Ce dépôt va rester sur cette table, sur cette surface, disons n'importe laquelle, pendant quelques heures, voire quelques jours. C'est ça le problème. Et pendant cette durée, vous voyez la main qui touche la table. Si vous passez par là, vous touchez cette table-là, vous prenez le virus. Prenons par exemple un comptoir d'une caissière, d'un boulanger, d'un commerçant. Vous venez devant la caissière de boulangerie, vous lui parlez, et si vous toussez, si vous éternuez, tout ce qu'il y a devant elle va avoir un dépôt de virus. La table, les expositions, tout ça. Et tous ceux qui viendront après ce client-là, s'ils posent la main sur le comptoir, ils attrapent les virus. Ouais. Voilà la main qui est ouverte, avec des dépôts de virus dessus. Vous suivez le schéma, et en bas, vous voyez quelqu'un qui met son doigt dans le nez. C'est ça le geste fatal. Mettre son doigt dans le nez, sur la bouche, sur les yeux. Quand on a touché une surface portant des virus, c'est le geste mortel. Parce qu'à partir de là, le virus va se développer dans le nez, dans la gorge, il va descendre, vous voyez le dessin de la trachée à votre gauche, là, il va descendre dans la gorge et il va arriver au poumon, le dessin en rouge sur votre gauche. Et une fois au poumon, il va s'infiltrer dans les cellules pulmonaires qu'on appelle des pneumocytes. Ces cellules-là vont être endommagées et comme les virus sont très nombreux, ils vont endommager un nombre incalculable de cellules pulmonaires et là commence la difficulté. Vous n'avez plus d'oxygène qui passe de l'air pulmonaire vers le sang et donc le sujet manque d'oxygène et c'est pour ça que vous l'auriez tellement essoufflé avec aussi la fibrose voilà. Ça c'est un schéma qu'on va voir après comme dans les mesures de prévention. Nous sommes encore dans la transmission et donc c'est comme ça. À partir du poumon malade, vous avez de nouveau un sujet malade en haut qui retousse et le cercle part ainsi. Et à chaque cercle, on entraîne des centaines, voire des milliers de gens. Et c'est pour ça que... Mais vous venez de dire que vous déconseillez d'aller à l'hôpital. Vous dites bien que lorsque on monte le poumon là et tout ça, c'est stable. Non, il ne faut pas aller à l'hôpital quand vous ressentez les premiers signes, c'est-à-dire la température, la toux, quelques douleurs diffuses. Vous vous demandez, est-ce que j'ai la grippe ou est-ce que j'ai le Covid-19 ? Vous restez chez vous et vous surveillez. Si vos symptômes s'aggravent, vous appelez un médecin ou le centre 15-10 qui vous dit ce qu'il faut faire. Mais comme on m'a dit aussi que souvent ils ne répondent pas, ou bien ils vous disent on vous rappelle pas, et vous êtes inquiet, surtout pas d'automédication. Allez voir un médecin. N'allez pas faire la queue à l'hôpital. Allez voir un médecin qui vous dira ce qu'il faut faire. Il jugera en son âme et conscience s'il doit vous traiter, s'il doit vous hospitaliser. En tout état de cause, il doit vous faire un test pour savoir si vous avez ou si vous n'avez pas la maladie. Mais le pauvre docteur, il n'a pas le test. Vous comprenez qu'on a une situation extrêmement difficile. Ok. Oui. Voilà, on va revenir sur la suite parce qu'il est déjà là, le docteur Ngemkap Armand. Bonsoir, docteur. Voilà, docteur Ngemkap.
Oui, vous êtes médecin urgentiste et praticien hospitalier dans le pôle urgence et réanimation du centre hospitalier de Soissons. Nous sommes en banlieue parisienne. C'est exactement ça, plus précisément en Picardie. Voilà, Picardie. Voilà, docteur Ngemkap, vous êtes en tant qu'urgentiste, vous devez être débordé ces derniers jours. Oui, c'est vrai qu'il faut dire que je suis assez débordé par le fait qu'effectivement nous sommes en plein pic épidémique là, du moins dans notre région, nous touchons le pic épidémique. Nous n'avons pas encore vraiment atteint cette phase de décroissance, mais nous sommes dedans. Et c'est vrai que ça fait un surcroît de travail, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, nous, au Cameroun, les chiffres parlent de 284 cas testés positifs. C'est comme ça que ça a commencé en France? Il faut, Serge Alain, vraiment, il faut dire que le 26 février, je veux vraiment replacer un peu les choses. Parce que lorsqu'on parle de 284 cas, ça ne dit pas grand-chose aux Camerounais. Mais si on replace les choses dans leur contexte, on essaye de placer un décor, on va comprendre rapidement comment cette situation-là peut très rapidement se dégrader et on se retrouve en train de compter des nombres de morts. Moi, j'étais au Cameroun en février. En février, j'étais parti au Cameroun pour lancer un festival de cinéma, Festival Coman. Et quand je reviens du Cameroun, nous sommes autour de mi-février. On ne parle quasiment pas de coronavirus en France. On regarde ça depuis la Chine et les Français ne sentent quasiment pas concernés. Le 26 février, la France enregistre son premier cas de décès d'une victime de coronavirus. Au Cameroun, quand je parle du Cameroun, alors on n'est totalement pas concerné par cette situation-là. Et voilà que nous sommes aujourd'hui le 2 avril. La France a quasiment 4000 décès, plus de 4000 décès. On a pratiquement près de 60 000 personnes qui sont infectées. Il faut toujours relativiser ces chiffres-là parce qu'en France, tout le monde n'est pas dépisté. Le dépistage n'est pas un dépistage de masse. Et aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec 7 décès, on se retrouve avec 284 cas. Moi, je crois que l'urgence, le thème d'ailleurs de votre émission, c'est vraiment l'urgence d'agir. Et je crois que l'urgence est vraiment d'agir. Et il faut agir très rapidement et très vite. Il ne faut plus qu'on perde le temps. Docteur Ngemkap, il y a ce débat-là, le port du masque. Est-ce que vous aussi vous demandez aux Camerounais de porter de manière systématique le masque? Dans la riposte que nous devons donner, puisque nous sommes en guerre, il faut le dire. Maintenant, la pandémie est une réalité au Cameroun. Le Cameroun est passé en phase 3 de cette pandémie mondiale-là. Il faut que tous les Camerounais portent le masque. Tous les Camerounais devraient porter le masque. C'est vrai que le masque n'est pas disponible et il coûte très cher. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse utiliser des masques de fortune. Qu'est-ce que j'appelle masque de fortune? À savoir qu'on se protège le nez et la bouche par un tissu. Ça permettra de protéger au moins à 50% les uns les autres. Parce que ça permettra d'éviter que les uns les autres projettent dans l'atmosphère, par exemple, leur sécrétion infectée. Moi, je conseille vraiment aux Camerounais le port du masque. Quitte à passer au confinement un peu comme en Chine après? Mais, si vous voulez, Serge Alain, moi j'ai j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai d'ailleurs fait une chronique santé à le docteur Amand, puisque je fais une chronique santé quasiment toutes les semaines. Et j'ai traité cette problématique du coronavirus dans ma chronique santé à le docteur Amand dès le 26 février. Donc j'ai vraiment réfléchi sur le sujet. Moi je crois que quand on analyse un tout petit peu les causes des échecs, par exemple, d'une stratégie dans les pays, on se rend compte qu'on n'a pas tenu compte de 3 paramètres. Il y a la population, il faut en tenir compte. Il y a le deuxième paramètre, c'est les systèmes sanitaires, il faut en tenir compte. Et puis, le troisième paramètre, c'est la gouvernance. Quand on regarde, par exemple, on se situe au niveau du Cameroun, on se rend compte que la population, par exemple, les jeunes, par rapport à la population, par exemple, européenne, qui est un peu plus âgée, et ça peut être aussi une chance pour nous de pouvoir mieux combattre le virus, parce qu'on sait que, même s'il y a eu quelques victimes parmi la population jeune, on sait quand même que les jeunes résistent beaucoup plus à cette infection-là. Ce sont ces jeunes-là qui font partie de la catégorie des 80% de personnes qui présentent peu de symptômes ou pas du tout de symptômes.
Après, il y a les systèmes de santé. Alors là, nous sommes totalement défaillants. Nous sommes totalement défaillants parce que nos systèmes de santé ne pourront pas résister. Je pense qu'il y a le docteur Sanjo qui disait que dans la ville de Douala, par exemple, il y a à peu près 14 lits de réanimation et qu'on a compté qu'à peu près 40 réanimateurs au Cameroun. Et vous voyez qu'avec des ressources humaines aussi faibles, nous ne pourrons pas résister. Donc, il faut vraiment qu'on axe vraiment les choses au niveau de la prévention. Et c'est là où intervient vraiment la gouvernance. La gouvernance doit pouvoir apporter une riposte gouvernementale assez ferme, courageuse, mais tout en étant humaine. Et cette riposte-là comprend le confinement. Le confinement, peut-être, ne va pas être un confinement généralisé, parce qu'on sait qu'à peu près 60% des Camerounais vivent au quotidien. Ils sont dans des situations de précarité, ils vivent au quotidien. Mais ça peut être un confinement mesuré. Et surtout un confinement avec, pour vraiment, et là il faut vraiment être tout à fait strict là-dessus, tous ceux qui seront à l'extérieur devront porter un masque. Ça, c'est quelque chose vraiment de tout à fait très important. Et dans la réponse gouvernementale aussi, il faut qu'il y ait un dépistage de masse. Il faut un dépistage de masse parce que le dépistage de masse, par exemple, dans cette stratégie de prévention-là, va permettre à ce que rapidement on dépiste ceux qui sont infectés, qu'on pourra mettre en quarantaine à leur domicile ou peut-être créer, on a des stades de football, on peut rapidement monter des structures là-bas pour pouvoir accueillir ces personnes qui sont en quarantaine là et les prendre en charge. Et ceux qui sont malades et qui présentent des systèmes qui présentent des signes de la maladie, des signes de la maladie pourront être pris en charge par les formations sanitaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais il faut aussi, moi je vois qu'il y a une polémique, là, je n'ai pas très bien suivi le début de l'émission, mais il y a une polémique sur l'utilisation de la chloroquine. Oui. Dans mon hôpital, par exemple, on utilise déjà la chloroquine. La chloroquine est rentrée dans le traitement des patients infectés par le Covid-19. Je crois qu'en médecine de guerre, il faut utiliser des stratégies de guerre. On n'a pas le temps de tester encore la chloroquine. Il faut qu'on mette en place ce protocole thérapeutique-là. Voilà des mesures, par exemple, que je propose. Et moi, je pense qu'il y a aussi la télémédecine qu'il faudrait qu'on puisse inventorier au Cameroun. Et ça peut se faire assez rapidement. Si vous me permettrez, on pourra en discuter dans la suite, parce que je pense que j'ai déjà été assez long. Voilà, docteur Simeon Kusu. Oui, vous dites qu'il n'y a plus de débat sur la chloroquine. Sur la chloroquine, oui. C'est-à-dire qu'en médecine, on a ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, hein, evidence-based medicine. Quand on n'a pas ça, on fait la médecine compassionnelle. Et c'est ce qu'on fait au Cameroun depuis longtemps. On fait la médecine compassionnelle. Nous, à l'hôpital, on n'a pas toujours les moyens de faire le diagnostic exact du malade qui est devant nous. Et quand on a fait le diagnostic, souvent, le médicament qu'on prescrit n'est pas là. Quand le médicament est là, le malade n'a pas l'argent pour l'acheter. Nous faisons depuis des années de la médecine compassionnelle. Quel est donc le problème de l'affaire maintenant en ce qui concerne le Covid-19 ? Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, je prescris un médicament parce qu'à mon âme et conscience, je pense que ça peut aider le malade, je lui donne. Hein? Donc, je vous ai dit, la question va être réglée bientôt. Hein. Les Européens sont en train de faire, oui, les Européens sont en train de faire l'étude de Discovery sur plusieurs pays avec des milliers de malades inclus. L'OMS est en train de faire l'étude Solidarity avec plusieurs pays en jeu. Il y a d'autres qui sont en train de faire d'autres études. J'ai appris, par exemple, qu'il y a des gens qui sont en train de tester le diltiazème. Diltiazème, qui est un médicament qu'on donne dans l'hypertension artérielle. Bon, on teste tout ce qu'on veut. Quand on est noyé, comme disait quelqu'un, on s'accroche même à un serpent, n'est-ce pas ? Donc, on teste tout ce qu'on veut. Et donc, au bout des comptes, on aura les résultats des tests. Et on fera alors de la médecine fondée sur les preuves. Ouais. Mais en attendant, la médecine fondée sur les preuves, on ne va pas laisser mourir nos malades. Vous comprenez le problème ? On fait ce qu'on peut pour les aider. Et lorsqu'on aura la preuve que c'est tel médicament et pas tel autre, on le prescrira. Mais derrière ce débat sur la chloroquine, j'ai peur qu'il y ait un autre débat. C'est le fait que les firmes pharmaceutiques qui sont en train d'essayer les médicaments antiviraux, ce sont des médicaments chers sur lesquels les marges bénéficiaires sont importantes. Je ne suis pas sûr que ces laboratoires voient d'un bon œil la prescription massive et généralisée de la chloroquine qui ne coûte plus rien. N'importe quel laboratoire, n'importe quel industriel qui a le matériel pour le faire peut fabriquer la chloroquine. Hein. C'est maintenant tombé dans le domaine public. N'importe qui peut la fabriquer. Et ça n'arrange pas du tout les laboratoires qui veulent commercialiser des produits antirétroviraux qui sont très chers. Mais non, je voudrais quand même revenir encore une fois sur mon schéma de transmission pour vous montrer les points sur lesquels on peut s'appuyer, si on peut avoir l'image, dans les actions de prévention. D'abord, c'est le schéma suivant, s'il vous plaît. Oui, voilà. Rapidement, vous avez entre l'homme bleu et la table
comment faire pour empêcher que les virus tombent sur la table? Bien entendu, c'est le masque, c'est le confinement, c'est le port des équipements de protection chez les médecins, par exemple. C'est la distance entre les gens, ne pas embrasser, ne pas saluer avec vos mains. Voilà, à ce stade-là, voilà ça. Je vais égrener comme ça, mais après on fera une synthèse pour le public de comprendre ça. Pour empêcher le passage de la table au nez du patient, c'est la partie à droite en bas, pour que le virus qui est sur la table, sur la surface, ne passe pas dans le nez du patient, c'est le problème royal de lavage des mains. Mais il y a aussi des choses simples. Ne pas toucher n'importe quelle surface quand vous n'êtes pas chez vous. Et pas de contact interhumain, d'accord? Et ne pas porter la main sur la figure. Et le confinement aussi, parce que dans le confinement, ça empêche toutes ces relations-là. Et on oublie toujours le lavage des surfaces. Chez vous, dans votre entreprise, partout où c'est possible, les gens passent, ils déposent leurs microbes. Vous pouvez laver même tant que vous voudrez. Il faut désinfecter aussi les surfaces. Vous pouvez le faire tout simplement avec l'alcool ou avec l'eau de javel, c'est parfait. Désinfecter toutes les surfaces. Maintenant, le passage du nez, quand ça y est déjà, vers la bronche, c'est plus difficile. Il y a des gens qui conseillent de boire des boissons chaudes parce que les virus, ils ne résistent pas après 27 degrés. Donc, si le virus est dans votre nez, en buvant souvent des tisanes chaudes, vous diminuez le risque de le laisser passer jusqu'au poumon. Une fois qu'il est au poumon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à part le traitement? C'est le traitement. Alors, la question du traitement, on va peut-être y revenir tout à l'heure, j'espère. Voilà, nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Professeur Moni, quel traitement préventif vous pouvez conseiller comme ça à ces Camerounais qui vous regardent en ce moment? C'est le traitement. Alors, la question du traitement, on peut y revenir, j'espère. Voilà, nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Professeur Moni, quel traitement préventif vous pouvez conseiller comme ça à ces Camerounais qui vous regardent en ce moment? Nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Oui, des petits soucis techniques. On va revenir au docteur Moni dans un instant. Oui, vous n'avez pas terminé votre démonstration. Oui, je disais que donc, à la fin de mon cercle là, de prévention, il y a le passage, le fait que le patient qui a les virus dans son poumon devient malade. C'est à ce moment-là qu'intervient le traitement. Alors, la question du traitement est importante, on vient d'en parler. Le médicament, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Alors, qui faut-il traiter? Voilà la question importante. Qui on doit traiter? Actuellement, les gens qui traitent disent on traite les malades qui sont en état grave. Malheureusement, les malades qui sont en état grave ont déjà des lésions pulmonaires irréversibles. Parce que lorsque le malade est déjà atteint au niveau de son poumon, le virus il va détruire le poumon et ensuite le virus va être inactivé par les anticorps que le malade a sécrétés contre le virus. Malheureusement, les lésions pulmonaires créent un foyer inflammatoire qui attire des cellules inflammatoires dans le foyer de dégâts alvéolaires. Et ces cellules, qui sont des cellules de défense des sujets contre les agressions extérieures, vont sécréter des substances qu'on appelle les cytokines. Ces cytokines vont envahir l'organisme et provoquer une réaction inflammatoire qui peut aggraver la situation du patient. Et donc, votre traitement, il vient trop tard. Le virus, il n'y est plus. Et quand il y est, il a causé tellement de dégâts que vous ne pouvez plus rien. Et donc, il faut traiter le malade avant. Et moi, je pense qu'il faut donner le traitement à tous les patients qui ont des symptômes et qui sont testés positifs. Il faut les traiter, pour l'instant, avec la chloroquine, en respectant bien entendu les contre-indications, notamment les cardiaques et les sujets âgés. Mais vous savez, j'ai regardé la pyramide des âges du Cameroun. Les sujets âgés, plus de 60 ans, c'est 5% de la population. C'est 5%. Oui, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont en dessous de cet âge-là et qui pourraient bien supporter la chloroquine, moyennant la surveillance cardiologique, mais aussi voir s'il n'est pas diabétique et tout ça. Donc, il faut traiter tout le monde. J'ai dit tout à l'heure, la dose du médicament, j'espère que ça sera établi par l'étude Discovery et l'étude Solidarity, quelle dose il faut donner pour être en dessous de la dose toxique létale et au-dessus de la dose thérapeutique. C'est un travail à faire et on comprendra à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Voilà, nous repartons donc à Paris, rencontrer le professeur Moni. Oui, professeur Moni, vous avez clairement mis en garde l'usage combiné de la chloroquine et d'azithromycine. Voilà. Potentiellement néfaste pour le cœur, on dit. Qu'est-ce que vous proposez donc à la place?
l'usage combiné de la chloroquine et de d'azithromycine. Voilà, potentiellement néfaste pour le cœur, on dit. Qu'est-ce que vous proposez donc à la place? Alors, monsieur Serge Alain Autou, vous m'entendez? L'usage combiné. Ouais, des petits soucis, on va revenir sur le professeur Moni dans un instant. Voilà, allez-y, docteur Kussu. Oui, on avait donc... Vous parlez des actions de prévention. Alors, je reviens donc pour synthétiser. 1. Le masque. Pour l'instant, il y a un consensus. Tous ceux qui sont malades doivent porter le masque pour protéger ceux qui ne sont pas malades. Oui. 2. Ceux qui ne sont pas malades et qui prennent soin des malades doivent porter un masque. Et 3. Tout le personnel médical doit porter un masque. Sur ça, il n'y a pas de débat. Oui. Ce que moi je demande, c'est que toute la population camerounaise porte un masque en sortant de la maison. C'est là que je fais un petit bémol par rapport à ceux qui ont dit tout le monde porte le masque. Si je suis chez moi, je porte le masque, sauf s'il y a quelqu'un de malade chez moi. Quand je sors de chez moi, je mets un masque. Ça me fait toujours rire quand je roule en ville, je vois des gens seuls au volant de leur voiture avec un masque. Ils se protègent contre qui? Il n'y a pas de danger. Le danger, c'est l'autre. Hein? Quand vous sortez qu'il y a du monde, vous mettez votre masque. Donc, masque obligatoire. Donc, vous voulez dire que les gens ne doivent pas porter le masque dans leur véhicule? Bah, oui, s'ils veulent porter... Quand ils sont tout seuls dans leur véhicule? Bah oui, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce qu'il faut bien comprendre, si vous avez compris mon schéma, il n'y a pas du virus du corona dans l'air. Donc, vous ne risquez pas de respirer un air contaminé. Le virus, il est sur les tables. La table, la surface, ça peut être vous. Si vous avez été à un endroit, quelqu'un a toussé sur vous, le virus est sur vos vêtements. Moi, j'ai été l'autre jour à une audience du tribunal à Baranté où on jugeait 4 membres du MRC qui avaient porté un tract disant qu'ils sont contre les élections. Et le juge qui était assis devant, il avait un masque. Et de temps en temps, il prenait son masque, il le baissait, puis après il le remettait. Ça, c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire. Parce que vous, en touchant votre masque, notamment à la surface extérieure, vous annulez l'effet du masque. Ok, on va revenir après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain. Ce soir, nous parlerons du point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Le pays a franchi la barre de 300 cas positifs de Covid-19, 8 décès enregistrés de suite de cette pandémie et au-delà d'une dizaine de cas qui ont retrouvé la santé. La progression de la pandémie, de l'épidémie au Cameroun suscite des inquiétudes et dans ce journal, ce soir, nous évoquerons les failles et dysfonctionnements dans la stratégie de confinement des patients atteints du Covid et les grincements de dents dans les espaces marchands où des mesures de restriction sont appliquées à plusieurs vitesses. Vous suivrez également dans le journal de 20h la colère de certains conducteurs de taxi en plein centre-ville de Douala, notamment le quartier administratif Bonanjo, où ils ont garé pour exprimer leur désarroi suite à des contrôles intempestifs. Nous parlerons ce soir, Serge Alain, des mesures d'hygiène qui sont loin d'être appliquées dans d'autres espaces marchands. Pourtant, autorités municipales avaient juré la main sur le cœur de mettre des moyens, des équipements pour faciliter la vie à la fois aux commerçants et aux ménages. Nous en parlerons ce soir. Et sur le plan économique, le JICAM sort de sa réserve pour demander au gouvernement un allègement fiscal et d'autres mesures d'assouplissement pour permettre aux entreprises impactées par la crise de pouvoir survivre. La CEMAC s'inscrit dans la même démarche. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera après le journal de 20h qui vous sera présenté par Cédric Noufélé. Madame, monsieur, place tout de suite donc aux 20h, le plus attendu du Cameroun. Le 20h. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes donc partis pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie du professeur Aimé Boni à Paris, le docteur Jules Armand Gemcap, il est à Soissons, dans la banlieue parisienne, et Jules Diala, Shanghai, nous sommes en Chine, et sur ce plateau à Douala, avec nous, le docteur Siméon Kussu. Docteur, les nouveaux chiffres, hein? Nous, en début d'émission, on parlait de 284. Là, nous sommes à 306, 8
4 décès. Oui, Une dizaine de personnes qui ont recouvré la santé. Ouais. C'est très inquiétant. Je ne peux que réitérer ma demande que le chef des armées prenne le commandement pour qu'on aille en guerre contre le virus. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Il faut que quelqu'un s'occupe de cette affaire-là au niveau de l'État. Et c'est le chef des armées. Alors, j'en profite, parce que tout à l'heure, nous avons parlé de... Oui, on n'en a pas terminé. Vous avez vu les images de nos marchés. Ah, ça, c'est... Voilà, on a vu les images des marchés. C'est bouleversant. Je ne sais pas si les officiels... Est-ce que c'est le chef des armées qui doit demander aux gens de ne pas... Non, vous avez vu les images. Oui, mais il faut prendre des décisions. Pour le cas des marchés qu'on a vus là... Quelle décision on doit prendre là? Pour l'exemple précis des marchés, cette promiscuité, les gens continuent à travailler comme si de rien n'était. La solution, c'est le masque. Pour le masque, tous ces gens-là, s'ils portaient un masque, ça réduirait drastiquement les risques de contamination. Et le masque pose un problème parce qu'il est cher. Et des commerçants font une spéculation criminelle sur le prix des masques comme sur le prix des solutions hydroalcooliques. Et il y a aussi que les hommes de science nous disent qu'il faut un masque 3 heures en moyenne. Oui. Donc lorsqu'on calcule, il faut en moyenne... au moins 3 masques par jour. 3 masques par jour. Ça fait un masque coûte 500 francs. Mais ça fait 1500 pour tout les ça masques. n'est possible qu'avec une subvention du gouvernement. Lorsque l'Europe était en guerre, Deuxième Guerre mondiale, on a réquisitionné des usines entières pour fabriquer des canons pour la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Il faut réquisitionner toutes les usines de confection pour nous fabriquer des masques. Que les tailleurs, les couturiers du Cameroun fabriquent des masques, qu'il y en ait plein. Que l'État rachète toute la production et les distribue à bas prix à tous ces gens. Ces gens qu'on a vus dans les marchés, ils ne peuvent pas ne pas aller au marché. Oui. Il faudrait des pistolets, des chars pour les empêcher d'aller parce que c'est une question de survie. Alors, si on leur donne des masques, ils vont courir un risque bien plus réduit que ce qu'ils courent actuellement. Il faut que tout le monde ait un masque en sortant de la maison. Et ce masque, c'est un bout de papier, le voilà. Hein? Oui. C'est un bout de papier, le masque. Alors, j'en profite pour vous dire, un masque, il y a des techniques pour le porter et pour l'enlever. Oui. Quand vous avez un masque, je vous montre, vous mettez votre masque, vous attachez au-dessus des oreilles. Au-dessus des oreilles, la première ficelle. Oui. Et l'autre... Non, je vais faire comme vous aussi. Hein. L'autre en dessous du menton, vous attachez derrière. Voilà. Oui. Ensuite, très important, pendant toute la durée du port du masque, ne jamais toucher la surface du masque. Oui. Jamais. Parce que si vous touchez la surface du masque, nous sommes dans l'hypothèse que ce masque nous protège contre les virus. Et donc, il y a potentiellement, s'il y a eu quelqu'un de malade en face de vous, il y a donc des virus sur votre masque. Il ne faut pas toucher jamais la surface du masque. Parce que j'ai vu quelqu'un qui enlevait, qui remettait, ça ne vaut rien. Ensuite, quand vous l'enlevez le masque, vous enlevez par derrière. Vous tirez la ficelle, vous tirez la ficelle en bas, vous l'enlevez, vous l'enlevez et vous le jetez. Oui. Pour l'instant, c'est ce qu'on dit. On jette 500 francs. Oui, on jette. Oui, on jette 500 francs. Mais il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas dit, hein, mais j'ai entendu des gens dire qu'on peut le laver, le stériliser à l'eau de javel. Oui, ben c'est pas idiot, hein. Si l'eau de javel tue les virus, comme on dit, si je lave les mains avec les solutions hydroalcooliques, c'est bien que ça tue les virus. Oui. Donc, voilà, si je mets mon masque dans l'eau javelisée, ou je le retire, il n'y a plus de virus, hein. Okay. Bon, donc, je ne recommande pas ça. Je rapporte ce que j'ai entendu dire. Ceci dit, si le gouvernement prend en main la question du masque, tout le monde peut avoir un masque au Cameroun. Et nous sommes en guerre, je répète, on réquisitionne les usines pour fabriquer des masques parce que c'est la condition de la survie. Il faut mettre des masques. Alors, il y a un autre point important, c'est le problème des tests. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai cité l'expérience d'un malade qui était à la cantine. On lui a dit qu'il n'y a pas, docteur, qu'il y a pas de tests. Vous permettez au docteur Gebkap de réagir sur les derniers chiffres. Sur les chiffres. Voilà, on repart à 60, nous attend le docteur Gebkap Armand. Docteur Gebkap, 306 cas positifs, 8 décès, une dizaine de personnes qui a comme ça recouvré la santé. Votre commentaire? Mais je veux dire que la vague monte. La vague monte. Et il faudrait vraiment faire très attention pour qu'elle ne monte pas plus haut. Je crois qu'il est temps d'agir, il est temps de prendre un certain nombre de mesures, il est temps de riposter. Et moi, je propose vraiment une riposte en 3 axes. Voilà, allez-y, les autorités vous écoutent. C'est ça. Je propose donc cette riposte en 3 axes. Le premier axe, c'est la population. Il est temps que la population prenne conscience de la réalité
de cette épidémie à coronavirus qui est déjà en train d'envahir le Cameroun. Elle doit prendre conscience. Elle doit donc respecter les mesures prescrites, les mesures barrières. On parlait d'utiliser l'eau et du savon pour se laver les mains, les solutions hydroalcooliques, le port de masque. Mais il faut aussi qu'il y ait une certaine solidarité vis-à-vis de cette population-là, parce qu'on demande aux gens d'utiliser de l'eau et du savon, mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de savon. Donc là, j'ai attiré l'attention, je lance un cri d'alarme aux autorités. Pour gagner cette guerre, il faudrait vraiment que les autorités fassent le nécessaire pour que cette population-là puisse avoir les moyens d'appliquer les mesures qu'on demande d'appliquer. Et puis, le deuxième axe, c'est le système de santé, le système sanitaire. Il ne faut pas que la communauté médicale reste comme ça, tant que la vague vienne la submerger. Il faut qu'elle prenne déjà les dispositions, qu'elle fasse le recensement des lits disponibles, qu'elle fasse le recensement des hôpitaux, et elle essaie de travailler sur la façon dont elle va accueillir, cette communauté médicale va accueillir ces hôpitaux, parce que tous les hôpitaux ne vont pas accueillir tous ces malades-là. Il faudra peut-être des choses dédiées spécifiquement à ces malades-là, pour éviter une certaine contamination générale. Et puis le troisième axe, vraiment, que je vais évoquer ici, c'est l'axe de la gouvernance pour une certaine mentale. Moi, je pense que le budget qui est alloué actuellement, 1000 milliards, ne suffit pas. 1000 milliards, 1 milliard ne suffit pas. Il faut beaucoup plus. On voit des pays comme le Sénégal qui sont à 1600 milliards. On voit d'autres pays d'ailleurs, comme ne serait-ce que le Niger qui est à côté, qui a plus de 500 milliards. De 500 milliards, vous voyez. Donc je veux dire qu'il faut vraiment une certaine réponse gouvernementale très forte, parce que toutes ces mesures de confinement qu'on va prodiguer à la société, parce qu'on sera obligé d'y arriver, il faudrait que ces mesures s'accompagnent de moyens socio-économiques. Par exemple, il y a une certaine solidarité gouvernementale pour le ministre de l'économie ou du commerce et celle de jouer sur les prix pour que ça pour la population qu'on assiste à cette inflation à laquelle on assiste actuellement. Il faut aussi qu'il y ait un certain accompagnement au niveau des personnes totalement démunies, une distribution par exemple de l'alimentation à des personnes qui n'ont plus rien. Parce qu'il ne faut pas donner le choix aux gens entre mourir chez eux de soif et de faim ou mourir à l'extérieur du coronavirus. Il ne faut pas qu'on arrive à ce choix, parce que malheureusement les gens feront un autre choix, à savoir, mais je peux me débrouiller comme je me débrouillais avant. C'est là où la société sera toute perdante. Il faut une générosité, il faut une solidarité. C'est ça vraiment le message que je voulais vraiment porter au quotidien. Nous devons être tous ensemble. Là, chacun dans son. C'est un message de solidarité et de générosité en ce moment grave. Ok, merci Dr Ngepkap. Docteur Kuissu, vous avez, dans le journal, vous avez suivi une dame qui dit que lorsqu'elle arrive, elle a l'eau de Javel, elle verse. Dites-nous, comment, il se trouve où le virus? Le virus, il est sur les parce surfaces. qu'elle dit qu'elle verse lorsqu'elle arrive chez elle, oui, par terre. Oui, il faut expliquer aux Camerounais, oui, parce que cette émission est là pour... C'est comme ce maire qui dit, enfin certains maires, qui lavent les marchés tous les jeudis. Bah, heureusement que le Covid-19 leur a fait découvrir que les marchés doivent être propres, qu'il faut les laver. Mais ce n'est pas le problème du Covid-19, ça n'a rien à voir, ça ne change rien du tout. Cette dame verse son eau de Javel par terre, c'est perdu. Bien entendu, quelqu'un peut tousser, un malade peut tousser et que les virus se déposent par terre. Mais personne n'est allé chercher par terre, parce qu'il faut toucher des mains la surface. C'est les surfaces, le virus. Surfaces. Il se met en surface. Sur les surfaces. Oui, il se met solide. Sur votre table. Supposons à la maison, c'est votre table, c'est votre chaise, c'est votre verre, c'est votre assiette, c'est votre armoire. Si quelqu'un tousse dans votre maison, les virus se déposent sur ces objets-là. Vos vêtements aussi, parce que c'est une surface, votre corps est une surface. Si quelqu'un tousse devant vous, vous êtes une surface. Donc les virus se déposent sur votre corps. Et c'est après vous-même qui les prenez avec votre main, sur vous, pour les porter dans votre nez. C'est vous qui vous contaminez. Donc, évitez le geste de porter la main à la figure. Ça, c'est très important. Oui. Et donc, les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le problème, il ne faut pas qu'ils s'en occupent, qu'ils aillent manger leur sauce arachide chez eux tranquilles, qu'ils nous laissent la paix. Dire qu'on va laver les marchés pour empêcher le Covid de se répandre, ça n'a aucun sens. C'est qu'ils ne comprennent pas on a vu, c'est peut-être parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Chine. Oui, on a eu à désinfecter des rues, partout. Et voilà. Et désinfecter partout. Et c'était un complément, 1, du confinement, 2, du port du masque. Ce n'était pas la mesure seule. Quand vous désinfectez la rue et vous voyez le marché avec plein de gens qui se serrent entre eux, ça ne sert à rien de désinfecter. Voilà. Ça ne sert absolument à rien. Comment on peut résoudre ce problème, Dr Kuissu?
Le masque... Parce que moi, je suis passé par le marché Mbopi aujourd'hui. Cette scène-là m'a mené à réfléchir. Comment on peut résoudre ce problème? Non, moi, je crois qu'il y a une première chose. Oui. Le confinement à domicile, pour ceux qui peuvent, c'est très important. Il faut rester à la maison. Même si vous avez des symptômes, restez à la maison. Si vous êtes très embêté, téléphonez au médecin. Ne courez pas à l'hôpital. Donc, deuxièmement, si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. Troisièmement, si tout le monde met les masques, ça fait cher. Il faut que le gouvernement prenne ça en charge. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, la question du test. Oui. J'en profite pour vous dire, parce que l'autre jour, sur votre plateau, il y avait un monsieur qui parlait de sérologie. Ce n'est pas un test sanguin, le test du Covid. C'est un prélèvement avec un coton monté sur une tige. On prélève dans le nez, on prélève dans la gorge et on envoie au laboratoire Pasteur qui recherche sur ces prélèvements la présence du virus du Covid. Il faudrait donc, qui doit-on tester? L'idéal, évidemment, c'est tester tout le monde. C'est ce que propose l'OMS. Mais chez nous, ça me paraît difficile. Déjà, à l'hôpital, on n'a pas les tests. Alors, quand on en a avoir pour tout le monde, ça me paraît pas possible. Ce qu'on devrait faire, c'est tester au moins tous les gens de plus de 45 ans. Pourquoi? Pour les soigner. Parce qu'on sait que c'est après 45 ans que la mortalité commence à s'élever et elle atteint des chiffres insoutenables au-delà de 60-65 ans où on parle de 70% de morts. Donc, tous les sujets qui ont plus de 45 ans, et ils ne sont pas nombreux, parce qu'au Cameroun, vous regardez la pyramide des âges, les gens qui ont plus de 60 ans, c'est 5% de la population. Et les jeunes de moins de 18 ans, ils représentent plus de la moitié de la population. Donc, au-dessus de 45 ans, gens à tester, ça ne fera pas beaucoup. Ça fera peut-être, 8 millions de personnes. C'est pas beaucoup. Donc, tester tous les gens au-dessus de, je dis 45 ans, on peut dire autrement, c'est tous les gens à risque. Il faut les tester. Et les traiter quand ils sont positifs. Deuxièmement, il faut tester tous ceux qui présentent des signes. Même pour savoir si c'est une grippe simple ou si c'est un Covid-D. S'ils sont Covid-D, il faut les soigner. Donc, tester tout le personnel médical. Ils sont en première ligne. Je suis étonné de l'attitude des pouvoirs publics et même des populations qui ne voient pas ce problème-là. Le corps médical est en première ligne. Il faut les armer. Si vous ne pouvez pas envoyer vos troupes à la guerre sans leur donner des fusils, c'est que vous les envoyez se faire tuer par l'ennemi. Si vous dites aux médecins soignez les malades, donnez aux médecins au moins la protection de leur propre vie. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous les envoyez à la mort. Il faut leur donner des... Il y a des hôpitaux, il n'y a pas. C'est pour ça que j'insiste. Les masques dans les hôpitaux, les surblouses, les surchaussures et même, pour certains, les lunettes de vue normale. Parce que la projection de virus peut se faire dans les yeux. Un médecin qui n'a pas cet équipement-là, c'est criminel de l'envoyer soigner des malades. Et c'est surtout vrai pour les médecins, les professionnels de santé qui sont en première ligne, c'est-à-dire à l'accueil. Oui. À l'accueil, quelqu'un arrive, vous ne savez pas si c'est positif ou négatif. Donc, vous devez être protégé, dans le doute. Absolument protégé. Donc, ça me paraît très important, cette histoire de test-là. OK. Voilà, on va repartir du côté de Shanghai où nous attend Jules Diala. Jules, vous avez parlé, vous m'avez dit que ça a pris une semaine au gouvernement chinois pour l'éducation, la sensibilisation des populations là-bas par rapport au port du masque. Une semaine à la télévision. Oui, exactement. Exactement. Ils ont eu presque plus d'une semaine même, on va dire, pour expliquer comment porter un masque, comment le retirer, comment nettoyer. Parce que au début, nous avons eu pénurie de masques en Chine et on a utilisé les masques en tissu. Alors, comment ça s'est passé? Il fallait d'abord utiliser du papier hygiénique. Tu mets d'abord du papier hygiénique et en plus mettre le masque en tissu au-dessus du papier hygiénique. Et après, il va falloir retirer le masque en tissu et le laver à 30 degrés, de l'eau chaude à 30 degrés. Alors, ils ont aussi des applications qui sont des applications privées et publiques. Ça veut dire avec ces applications, on s'enregistrait directement en ligne avant d'appeler. Ça veut dire quand vous enregistrez, ils savent déjà, vous pouvez déjà mettre vos symptômes, comment vous ressentez. Ils ont un diagnostic déjà en ligne pour vous. Et après cela, vous allez avoir un médecin chez vous, puisque sur l'application, votre adresse est déjà adresse, vous avez mis vos adresses. Donc, un médecin arrive chez vous, il vous diagnostique, il vous prescrit ce qu'il va vous prescrire, et il repart, et vous avez le suivi presque toute la semaine, tout le moment, et vous êtes interdit de sortir. Alors, nous avons reçu
Moi, en tant qu'informaticien, j'ai constaté qu'ils utilisaient certains kits de détection de température à distance. Et ce qu'il-là, beaucoup d'universités au pays l'utilisent. Je ne sais pas si ils se rendent compte de cela, mais c'est du kit Arduino. C'est le Senso ML-X90-614. Ils utilisent ce kit-là avec certains composants pour pouvoir faire la capture de température des gens en masse et les isoler. Ça veut dire, si vous êtes dans une foule où la température est à 38 degrés, alors ils vont vous être en cas suspect. Ils vont vous mettre en isolement et ils vont faire le test après. Alors, un confinement, les tests ne peuvent pas être faits s'il n'y a pas un confinement. Ça veut dire, vous pouvez aller faire un test et quand vous sortez du laboratoire, vous rencontrez une personne infectée dans la rue, il vous infecte. Ça veut dire le test, c'est au niveau 0. Alors, par rapport au masque en tissu, on a eu des informations par rapport qu'il fallait utiliser du chute en coton, du molleton fin et un masque d'élastique souple pour le fabriquer. Je ne sais pas, les experts vont mieux expliquer cela. Et aussi, toutes les zones infectées où il y a des cas suspects ont été systématiquement désinfectés. Ça veut dire que dans un endroit, on appelle ça en chinois Siatu, il y a environ 14 œuvres dans cet environnement-là. On va désinfecter tout cet environnement-là s'il y a un seul cas suspecté dans cette zone. Donc, c'était comme ça s'est passé. Et le track s'est passé avec des applications. Quand vous sortez, l'application ne vaut pas. Ça veut dire, il vous dit, vous avez fait 1 km, vous avez fait 5 km, vous avez pris telle rue, vous êtes parti à tel niveau. Donc, vous avez ce track-là. Et si vous êtes infecté, alors on va retracer tout le chemin que vous avez fait durant votre sortie. Et les gens avec qui vous étiez en ce moment-là. Et les gens aux alentours de vous. Puisque la map va présenter exactement tout ce que vous avez fait avec les gens qui étaient aux alentours et où vous étiez. Ok, merci Jules. On parlait de tracking. Cédric Noufelet a utilisé le terme tracking. Il a repris ce qui est sorti du point du ministère de la Santé aujourd'hui. On parle de tracker comme ça les cas suspects. Je crois que l'expression... En même temps, on parle aussi d'éviter la stigmatisation. Oui, comment on va gérer tout ça? L'expression est malheureuse. On va traquer des animaux, ce ne sont pas des bêtes. Et encore une fois, l'éducation, l'explication. Il faut faire comprendre aux familles... Est-ce que ce terme à lui tout seul ne fait pas en sorte que ces gens-là... Qui se recroquevillent sur eux-mêmes, oui, qui évitent d'être considérés comme des bêtes, les traquer comme on traque le rat. Non. On va expliquer aux familles, convaincre les familles, et quand ils ne sont pas convaincus, aller, si on les connaît, c'est le problème, les convaincre d'amener ces gens-là à l'hôpital. Et s'ils ne veulent pas, on peut le faire de force, mais le problème, c'est qu'il faut les trouver où ils sont. Mais il y a aussi que le ministre Malouda Malachi a fait 2 sorties déjà, où il demandait aux passagers du vol de se rendre eux-mêmes. Il a demandé, j'ai même entendu sur votre plateau ici, des médecins le demander, que tout le monde demande. Il faut que ces gens-là soient responsables et qu'ils ne cachent pas des gens... Est-ce que vous ne comprenez donc pas pourquoi on utilise ces termes aujourd'hui? Tracking, moi ça m'embête de parler comme ça des gens. Il ne faut pas traquer les gens, ce n'est pas des bêtes. Il faut leur expliquer que ce n'est pas bien ce qu'ils font et les contraindre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Il faut les chercher. Voilà, je préfère ça que traquer. Il faut les chercher, les rechercher. Voilà, ça c'est beaucoup plus... Les rechercher. Il faut les rechercher, pas les traquer. Il faut les rechercher et les convaincre ou les contraindre à aller se faire dépister ou à rester réellement en quarantaine 14 jours. Ça me paraît impératif. Maintenant, il y a un problème important dont tout le monde parle. Ce sont ce que j'appelle les oubliés du Covid-19. C'est le secteur économique. J'ai dit oubliés parce qu'on ne fait pas grand-chose pour eux. On en parle. Il y a 2 catégories. Le secteur informel, ça représente la majorité de nos opérateurs économiques, même s'ils ne sont pas riches. Et ces gens-là, ils ont besoin pour vivre de sortir de chez eux. Oui. Bon. Deuxièmement, il y a les grandes entreprises. Les patrons et leurs cadres peuvent travailler avec l'ordinateur chez eux, mais leur usine ne pourra jamais tourner sans employés, sans ouvriers. Donc, ces entreprises sont très mal.
je suis mal placé pour dire les solutions qu'il faut faire. Je ne suis pas opérateur économique, mais l'État pourrait au moins s'asseoir avec ces gens-là, les grandes entreprises. Beaucoup de gens ont dit ce qu'ils veulent. Aussi bien les grands patrons, on a entendu M. Théo va parler tout à l'heure, ils ont dit ce qu'ils veulent. J'ai vu des marchés de taximans qui demandaient ce qu'ils veulent. Il faut que l'État s'assoie avec eux, s'asseye avec eux pour trouver des solutions économiques. Parce qu'il ne faut quand même pas mettre les gens dans le drame d'avoir à choisir entre la mort par le virus ou la mort par la faim et la misère. C'est ça le dilemme actuellement. C'est ça le dilemme. Et ce dilemme, il n'y a que le gouvernement pour le résoudre. Hein. On peut leur accorder des possibilités pour survivre, des allègements de tout ce qu'on veut, des impôts, des centres, tout ce qu'on veut. Je suis mal placé pour dire quelles mesures il faut prendre, mais il faut au moins que le gouvernement s'asseye avec les opérateurs économiques, tous, les petits comme les grands, pour trouver des solutions à ce que l'économie puisse fonctionner et que les gens puissent survivre. Ça me paraît vraiment indispensable, cette affaire. Ok, donc pour vous, le confinement, ce n'est pas... C'est pas la solution. Le confinement seul, non. Le confinement, tant que c'est possible, mais vous savez que chez nous, c'est pas possible dans toutes les familles de confiner. Donc, confinement, plus le port de masque quand on sort de la maison, c'est ça. Dès que vous sortez de chez vous, le masque. C'est très important. Et surtout, vous avez insisté sur l'éducation, c'est-à-dire les gestes. Oui, la façon de porter les masques. Oui. Quand vous portez mal votre masque, vous avez un effet, c'est contre-productif. Donc, il y a une façon de le porter, je vous l'ai montré, et une façon de l'enlever qu'il faut respecter. Voilà. Et sur... est-ce qu'il n'y aurait pas un vaccin ? Ah, le vaccin. Oui, le vaccin. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce que... Pourquoi ? Parce que les gens sont en train de chercher, mais c'est difficile. Quand vous avez affaire à un virus mutant, c'est très, très difficile de trouver un vaccin. L'exemple, c'est la grippe. Chaque année, les industries de médicaments refont à neuf le vaccin anti-grippaux parce que le virus a muté entre-temps. C'est extrêmement difficile. Donc, je ne suis pas bien placé en tant que comme les immunologistes pour savoir quel est le blocage dans la fabrication des vaccins. Mais un des blocages, c'est ça, c'est les mutations. Ils sont en train de chercher. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Non, il n'y en a pas. Mais on reste sur le débat sur la chloroquine. La chloroquine, et bientôt, je suis sûr que ça va bientôt sortir, les médicaments qui sont en cours d'essai. Il y a ritonavir plus lopinavir associé à l'interféron. Il y a, je crois que c'est remdesivir qui est en cours d'essai aussi. Et il y a le Tamiflu qu'on avait donné dans la grippe. Les gens sont en train de chercher comment ça pourrait être utilisé. Et donc, on attend que les essais avancent. Et tant que ce n'est pas fait, nous ferons de la médecine compassionnelle en prescrivant de la chloroquine, tout en respectant les contre-indications et en surveillant les malades de risque. Voilà, le mot de la fin, les conseils. C'est toujours important de sortir par là. Oui, je pense que les populations doivent faire l'effort de comprendre la maladie. C'est le premier point. Il faut comprendre la maladie. Oui, qu'est-ce qui se passe. Et tout modestement, je vous invite, si on peut remettre le schéma là à l'écran, je vous invite à revoir ce schéma-là, le fixer, comprendre comment la maladie évolue, pourquoi la maladie se transmet si facilement. Ce schéma, il faut l'avoir en tête. Quand vous avez compris ça, vous pouvez situer facilement vos propres responsabilités. C'est ça, il faut que les citoyens comprennent qu'ils soient responsables, qu'ils appliquent les mesures. Ça veut dire que l'État aussi doit édicter les mesures et faire en sorte qu'ils soient appliqués. Et commencer par les appliquer lui-même, l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait un chef pour le combat, il faut qu'il y ait un chef des armées, qui fasse le chef d'orchestre, qui nous conduise dans cette bataille contre le Covid-19. Voilà, merci docteur Cuissu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bon retour à l'UDM. À l'UDM. Même comment vous entretenez les étudiants là-bas pendant cette période? Ils viennent. Les cours continuent? Les cours continuent. Comment ça? On a demandé que ça non, les cours continuent. Pas les cours. Les cours, moi, pour ce qui me concerne, je parle de l'hôpital. Oui. Les stages continuent, oui. Parce que les stagiaires à l'hôpital sont traités comme tout le personnel de santé. Voilà, surtout en cette période aussi. Les stages continuent. En ce qui concerne les cours magistraux, je pense qu'ils ont été interrompus. Je ne vais pas intervenir à l'université aussi, mais nous, à l'hôpital, on a des stagiaires. Il n'y a pas de plus de risque que les autres personnels de santé. Ok, voilà. Merci docteur Cuissu. Merci
Au docteur Ngemkap Armand, depuis Soissons, nous étions en banlieue parisienne. Merci au docteur Boni, également à Paris. Et merci également à Jules Diala, une fois de plus, du côté de Shanghai. On était en Chine, l'Empire du Milieu. Bonsoir, Emmanuel.